Ok, allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre-Louis Garroche. Je travaille à l'ONERA à Toulouse. Attendez, je vais essayer de partager l'écran. Tac. Voilà. Voilà. Donc, vous avez mes coordonnées sur le transparent. Surtout, vous avez la page de cours. Je pense que dessus, il y a mon email. Sinon, je vérifierai qu'il est sur la page. Et la page du cours, c'est celle par laquelle vous avez dû avoir accès à cette vidéo, si j'arrive à la mettre en ligne. Donc voilà, normalement, on était censé se voir 3 fois 2 heures, 3 cours de 2 heures. C'était censé être mardi, mercredi, jeudi. Donc voilà, je sais pas quand vous verrez ces vidéos. Mais donc on a 3 cours sur les méthodes de validation par analyse statique, qui s'appelle aussi l'interprétation abstraite. Vous avez déjà dû voir normalement le cours de Marc Mantel sur les méthodes déductives, qui d'une certaine façon permettent de traiter les mêmes types, les mêmes genres de propriétés, mais on va voir ensemble que peut-être que la vérification de programmes par interprétation abstraite est peut-être plus performante sur certains types de propriétés, entre autres les propriétés numériques sur les programmes, par exemple les accès dans les tableaux, euh, les, les compteurs, les déréférencements de pointeurs, alors que les méthodes déductives qu'a dû vous présenter Marc Mantel sont peut-être moins performantes sur des propriétés numériques fines, mais par contre beaucoup plus expressives et permettent, comme vous avez dû le voir, d'exprimer et de vérifier des propriétés très fortes sur les programmes. Donc voilà, du point de vue de la gamme des propriétés analysées, c'est les mêmes types de propriétés, essentiellement ce qu'on appelle des propriétés de sûreté, de safety en anglais, mais c'est pas le même algorithme pour raisonner sur le programme. Donc on va voir ces algorithmes ensemble sur ces 3 cours. Voilà. Donc aujourd'hui, en tout cas ce premier cours, c'est plutôt introductif. On survole un peu, mais on essaye de donner les éléments clés pour comprendre la méthode. C'est par contre le second et le troisième cours qui vont être un peu plus techniques, euh, plus précis, peut-être plus intéressants aussi. Mais voilà, je pense que c'est important de voir ce premier cours pour essayer d'entendre et de répéter les mêmes notions, les notions importantes qu'on verra dans la suite. Voilà, donc c'est quoi l'idée de l'interprétation abstraite, à la différence des autres méthodes donc, oui, j'ai pas fini ma phrase, mais donc vous avez dû voir les méthodes déductives avec Marc Mantel, et après moi, vous verrez le cours de Xavier Thiriot sur le model checking. Et c'est encore une autre famille de méthodes, une autre façon de raisonner sur les programmes ou sur les systèmes. Voilà. Et ça peut aussi traiter des propriétés comme celles qu'on voit, et d'autres aussi. Donc, vous verrez ça avec lui. Donc, l'idée de l'interprétation de droite, c'est quoi? On a un programme. Donc, je vais parler beaucoup de programmes, mais en fait, cette méthode s'applique plus généralement à, à des objets mathématiques, à des systèmes de transition, quelque chose qui est défini et qui crée qui génère des trajectoires qui s'exécutent. Donc, on a ce programme et il a plusieurs entrées, par exemple, et pour chaque entrée, il va avoir un comportement différent. Il va faire une séquence de calcul et le programme counter qui va avancer dans les lignes de code, qui va mettre à jour les états mémoire, qui va éventuellement afficher des choses, remplir des variables, des registres, et à la fin, peut-être terminer, peut-être pas terminer. Mais voilà, en tout cas, pour plusieurs entrées, plusieurs stimulus d'entrée, parfois on a même des programmes qui lisent des entrées, des valeurs au cours de l'exécution. On a plusieurs trajectoires. Et ce qu'on voudrait s'assurer, c'est que il n'y a pas, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui bouge, il n'y a pas qu'on ne touche pas la zone mauvaise. Alors cette zone mauvaise, ça peut être euh, un déréférencement de pointeurs nuls, un accès en dehors de la partie légale d'un tableau, là où il a été alloué. Ça peut être une opération arithmétique illégale, je ne sais pas moi, une racine carrée négative, une division par zéro.
Voilà, donc on aimerait s'assurer que toutes les trajectoires vérifient ces propriétés. Vous noterez que les propriétés que je viens d'énoncer, c'est des propriétés qui sont spécifiques au langage. Elles ne sont pas spécifiques à votre programme. D'accord? Votre programme, il pourrait avoir une spécification qui dise il faut que x soit plus grand que 4 ou tout ça. On peut aussi peut-être l'exprimer comme un objectif de preuve. Mais il y a toute une gamme de propriétés qui est très importante, qui sont les RTE, les Runtime Errors, qui sont des propriétés génériques. On veut toujours qu'un programme ne fasse pas de division par zéro, n'ait pas d'overflow. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif. On aimerait être capable de garantir que pour toutes les trajectoires, ça va bien se passer, qu'elles vont jamais être en intersection avec cette mauvaise zone. Alors comment on va faire? L'interprétation abstraite, elle consiste à dire que au lieu d'exécuter tous ces tests, toutes ces trajectoires, eh ben, on va essayer de les représenter de façon abstraite et on va aussi représenter de façon abstraite, donc abstraite grossière, hein, moins précise, la zone d'erreur. Et ensuite, on va regarder s'il y a une intersection entre les deux. Donc, s'il y a une intersection entre les deux, on a ce qu'on appelle des alarmes. Hein. Vous voyez ici ces petits. Il y a 3 trajectoires qui ont été identifiées comme en alarme. Donc, dans notre raisonnement grossier, on va dire qu'on a vu passer des alarmes. Et quand on a des alarmes, on ne peut pas savoir si c'est des vraies alarmes ou des fausses alarmes. Une vraie alarme, ce serait une trajectoire qui vraiment viole la propriété. Une fausse alarme, comme celle-ci, c'est juste dû à notre surapproximation, notre vue grossière. On a supposé qu'ils pouvaient s'intersecter, alors qu'en fait, ils ne le peuvent pas. Mais si on choisit une abstraction plus fine, par exemple celle-ci, eh ben, on arrivera à garantir que toutes les trajectoires ne touchent jamais la zone mauvaise. Donc, c'est un peu le principe de cette méthode. Donc, comment ça va marcher ensemble? On va déjà, aujourd'hui, dans ce premier cours, ça va être en 2 parties. Il y a une partie vraiment avec les mains, un exemple graphique. En fait, je vais, avec un support un peu flou, cet exemple graphique, essayer d'introduire les méthodes, les mots-clés, les éléments qui vraiment vont être à la base de cette méthode et vont nous servir par la suite. Et après, je vais juste définir c'est quoi l'objet d'intérêt pour le cours, qui est cette sémantique d'un langage qui ressemble à du C gentil, quoi. Donc, on aura le temps d'y revenir. Et les cours prochains, eh bien, on va reprendre cet objet, le programme impératif, et on va voir comment on peut raisonner dessus avec toute cette méthodologie de l'interprétation abstraite à travers différentes abstractions. Hein. Vous voyez, sur le dessin précédent, hop, il y avait 2 types d'abstractions différentes. Eh bien voilà, on appelle ça des domaines abstraits, et on va voir différentes abstractions numériques, différents domaines, les signes, les constantes, donc dans le second cours, et puis des abstractions un peu plus fines, un peu plus compliquées dans le troisième cours. Voilà, donc c'est parti. Donc l'exemple graphique. Donc, encore une fois, c'est plus intuitif que très formel, mais ça permet de bien comprendre les choses. Et l'essentiel des transparents a été repiqué d'un cours qu'avait donné Laurent Mauborgne il y a quelques années de ça. Voilà, donc déjà, on va parler d'objets. C'est ça qu'on va vouloir analyser. Et donc, ces objets, c'est pour nous des dessins. Donc, il y a une origine, c'est la petite croix que vous voyez ici. Et puis, il y a un ensemble de points. On ne se préoccupe pas trop ici de savoir si c'est un ensemble qui est infini ou pas. On a des points. Voilà. Si vous voulez, ça peut être un ensemble fini, discret. Donc, on peut définir plein d'objets. Il y a des objets qui ont plus de sens pour nous que d'autres. Par exemple, cet objet fleur, hein, qui est constitué d'un ensemble de pétales. Il y a un petit cœur là, une tige, et puis il a cette origine hein, que chaque objet a. Bon, on a ces objets et on aimerait construire un langage, c'est-à-dire se donner les moyens de construire ces objets, de les transformer. Donc, il nous faut, comme pour tout langage au sens informatique du terme, des objets primitifs, des constantes, par exemple, et puis des transformateurs, des fonctions pour les modifier. Donc,
Pour faire ça, notre constante de base hein, pour cette fleur, par exemple, c'est l'objet pétale. L'objet pétale, il a aussi une origine ici, donc ce petit cercle et cette croix, et puis il y a un ensemble de points qui dessinent ce petit cercle, et puis c'est ce premier pétale. On se donne aussi une fonction de rotation qui peut prendre n'importe quel objet, voilà, c'est n'importe quel objet O, qui est paramétré par un angle A, et puis qui fait tourner l'objet de l'angle A autour de l'origine, et l'origine, c'est cette petite croix. Donc on peut déjà jouer avec ça, hein. On a cette constante pétale, on peut la faire tourner de 45 degrés. On a cet objet plus compliqué fleur qui nous a été donné, qu'on peut faire tourner aussi de moins 60 degrés. Et voilà, on peut comme ça créer d'autres objets qui sont toujours une origine et puis un ensemble de points. Alors vous allez voir que dans la suite, l'union, c'est vraiment quelque chose qu'on va beaucoup manipuler. Donc il faut qu'on soit capable de faire l'union d'objets. Donc c'est quoi l'union d'objets pour nous? On rassemble deux objets à l'origine, on va faire coïncider leurs deux origines, et après on va accumuler les points. On va garder tous les points. Donc on peut, grâce à ça, définir un objet un peu plus sophistiqué, qui est cet objet corolle. Et regardez, corolle, on peut le construire comme l'union des 8 pétales. Donc le premier pétale, hein, qui est celui-ci, et puis vous faites tourner chaque fois de 45 degrés, et vous avez vos 8 pétales qui forment, quand ils sont unis ensemble, quand on fait ce calcul d'union à l'origine, qui donne cette corolle. Vous voyez, on peut, avec l'union, la rotation et la constante, construire des objets un peu sophistiqués. Et enfin, une dernière fonction tige, puis après on va s'arrêter, parce que le but, c'est pas de faire un langage pour faire des dessins très compliqués. La fonction tige, qui prend un objet et va rajouter un segment comme ça en dessous, en déplaçant l'origine. Voilà, comme ça, on est capable de construire des choses compliquées comme ce superbe bouquet, tout en partant de la constante pétale, de la rotation, puis la corolle, et enfin la tige. Voilà, très bien. Donc là, on a vu nos objets, on a vu notre langage, on sait un peu le manipuler, et maintenant, on va, à partir de ce langage, introduire petit à petit les notions mathématiques qui vont nous servir par la suite. Donc, on va parler de points fixes et d'abstraction, hein, puisque vous avez entendu, j'ai déjà prononcé ce mot. Abstraction, on va abstraire ces dessins. Mais déjà, avant de passer à l'abstraction, on va déjà introduire la notion clé pour nous de point fixe. Donc la corolle, c'était un objet qui était intéressant, mais il était construit vraiment en énumérant toutes ses parties. Donc regardez, on peut, en suivant cet algorithme, on peut construire la corolle en exécutant un programme. Regardez, on prend un pétale, donc ça c'est un peu le démarrage de l'algorithme, et puis après, on va répéter ces deux instructions, la ligne 2 et la ligne 3, qui est j'effectue une rotation de 45 degrés. Donc au début, on fait tourner notre petit pétale et on fait l'union avec le pétale. Après, on fait tourner ces deux pétales et on fait l'union avec un pétale. On fait tourner et on fait l'union avec un pétale. Et en répétant ça, au bout d'un moment, ça va s'arrêter parce que on va avoir un point fixe, ça sera stable et répéter l'algorithme ne changera rien. Voilà, là on a dessiné le résultat. Hop, ouais, on fait tourner les deux pétales, on rajoute. Hop, on fait tourner, on rajoute, on fait tourner, on rajoute, etc. Et vers la fin, on obtient ça. Pardon, l'affichage est un peu lent. Vous voyez là, ça ne bouge plus. Vous pouvez continuer à faire tourner l'algorithme, mais ça ne bouge plus. Donc la corolle, on peut le voir comme le point fixe de cet algorithme. Et qu'est-ce que c'est le point fixe? On peut le définir aussi par ces deux contraintes. En fait, c'est le plus petit objet, donc objet au sens qu'on a pour nous pour les objets, une origine et des points. C'est le plus petit objet qui contient pétale,
Parce que chaque fois, vous voyez, on rajoute pétale. On part de pétale et on rajoute pétale. Et qui contient la rotation de l'objet de 45 degrés, union pétale. Vous voyez, hein? Donc, une façon de le noter, c'est comme ça, c'est en anglais, list fixed point, le plus petit point fixe de la fonction qui a un objet x, retourne, pétale, union, rotation à 45 degrés de x. Voilà. Donc, vous voyez quelque chose qu'on avait défini en construisant, en ajoutant un par un des pétales et la rotation de pétales même. On peut le définir comme quelque chose de plus itératif, qui fait la rotation d'un objet, rajoute quelque chose, fait la rotation. Et même, finalement, là, quand on dit juste c'est le plus petit point fixe de cette fonction-là, on ne dit même pas comment c'est calculé. On ne donne pas l'algorithme du haut du slide, là, cet algorithme-là. On dit juste, je m'intéresse à la corolle comme le plus petit élément, le plus petit objet qui est point fixe de cette fonction. Voilà, et ça, vous allez voir, c'est vraiment essentiel dans la suite de ce qu'on va voir ensemble. Bon, maintenant, on a ces objets, donc ce langage d'objets, avec des constantes, des primitives, des fonctions de base. Avec ça, on sait les manipuler. Il y a des objets plus compliqués qui nous intéressent. On sait les voir comme la limite d'une séquence. Hein, cette histoire de je fais tourner, je rajoute, je fais tourner, je rajoute. Et même ces objets-là, ces objets bien particuliers, on sait les voir, enfin, on sait les caractériser comme plus petits points fixes de fonction. Voilà. Maintenant, on va vouloir abstraire tout ça pour raisonner dessus. Donc, on a ce monde concret, c'est à gauche, là, le monde des objets. Et puis, on a un monde abstrait, où on va avoir des sortes d'objets abstraits. L'idée, c'est de représenter par un élément des objets abstraits, un ensemble d'éléments des objets concrets. Et il faut qu'on ait une relation d'ordre. Quand on dit abstraire, ça veut dire représenter, on va dire grossièrement. On parle de surapproximation. Il faut qu'on ait quelque chose qui permette de dire qu'un élément est plus petit qu'un autre. Donc, il faut qu'on définisse ça dans le concret et dans l'abstrait. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un élément plus grossier, plus abstrait qu'un autre, moins précis qu'un autre? Donc, on définit un ordre entre les objets concrets, qu'on note comme ça, et on va dire qu'un objet O', il surapproxime un objet O si ils ont la même origine et que tout point du premier est inclus dans le second. Donc là, j'ai dessiné plusieurs objets concrets, c'est-à-dire une origine et un paquet de points. Donc trois objets différents. Donc juste pour visualiser, on a mis à l'intérieur l'autre objet, mais c'est juste un ensemble de points, hein. C'est rempli. Et donc, vous voyez bien que tous les points du premier objet sont inclus dans le second. Et de la même façon, tous les points du second sont inclus dans le troisième. Donc, on peut déjà comparer ces trois objets et dire que le premier est plus petit que le second, qui est plus petit que le troisième. Donc maintenant, les objets abstraits, ça va être aussi des objets, c'est un peu, ça embrouille un petit peu, mais bon, c'est un peu avec les mains cette introduction. En gros, c'est une représentation simplifiée d'un objet. Donc, il y a plusieurs façons d'abstraire un objet. Une première façon, c'est cette abstraction contour. Vous allez prendre un crayon de taille, de diamètre, d'épaisseur différente. Hein. Vous choisissez et puis vous faites le tour de votre objet, d'accord, sans jamais rentrer dedans. Et après, on garde le contour, on oublie ce qu'il y a dedans et on obtient ce genre de choses. Donc ça, pour nous, ça sera un objet abstrait. Une autre façon d'abstraire, par exemple, c'est très très grossier, mais bon, c'est tout de même une abstraction. Le cercle centré à l'origine. On va chercher un cercle qui a la même origine que l'objet et tel que dans son rayon, l'objet tient, quoi. L'objet est inclus dans le cercle. Les polygones convexes, hein, c'est le troisième objet qu'on avait vu juste avant dans la notion de l'ordre. Ça peut être aussi vu comme une représentation abstraite de l'objet. On va essayer de chercher
un polygone ou un polyèdre convexe qui contient vraiment l'objet. Alors attention, cette abstraction elle n'est pas injective et il peut y avoir plusieurs objets qui sont représentés par le même objet abstrait. D'accord? Donc la fleur et le bouquet, deux objets différents, sont tous les deux représentés par le même cercle. Maintenant qu'on a ces objets abstraits, on est dans le monde abstrait, hein, si on reprend le slide un peu avant. Vous aurez le PDF en ligne, donc vous pourrez aussi vous promener un peu en dehors de la vidéo sur les transparents. Là, on a cette abstraction, l'abstraction contour, l'abstraction cercle. Et maintenant, il faut une abstraction, une fonction qui nous permette de revenir dans le monde concret, le monde des objets concrets. Donc, par exemple, si on a le cercle comme ceci, pour nous, cet objet abstrait cercle, il va représenter tous les objets qu'on aurait pu mettre dans ce cercle. Donc, comment je vais le représenter? Je vais le concrétiser par un disque, en fait. Je vais remplir tout mon cercle avec des points. Et comme ça, au sens de l'ordre sur les objets concrets, l'inclusion des points, eh bien, je vais avoir un élément qui va être, qui va vraiment, je vais avoir surapproximé, j'aurais rien perdu, d'accord? Bon, de la même façon, ce polygone-là, la concrétisation, ça va donner le même objet. Là, on avait l'ensemble des points, donc il faut maintenant qu'on soit capable de définir un ordre entre les objets abstraits. Donc là, c'est plus délicat parce que ça va être spécifique à chaque abstraction. Si on prend les polygones, on va dire qu'un objet abstrait O est inclus par rapport à l'ordre abstrait est plus petit dans O', qui est un autre objet abstrait. Donc ça dépend de l'abstraction. Donc regardons par exemple le cas le plus simple, c'est certainement celui du cercle. On va dire qu'un cercle est plus petit pour l'ordre abstrait qu'un autre cercle, si en gros, quand on les met à la même origine, il a un rayon plus petit. Donc si le rayon de O, à gauche là, est plus petit que le rayon de O'. Par contre, pour les polygones, c'est directement l'inclusion comme on avait dans l'ordre sur les objets concrets. Tous les éléments du polygone O sont dans tous les points du polygone O sont dans les points du polygone O'. Par contre, pour le contour, c'est plus délicat hein, pour comparer deux objets. Donc, certainement, il faut les rassembler à l'origine, mais après, c'est cette notion d'intérieur de l'un qui inclut dans l'intérieur de l'autre. Il faudrait le définir proprement. Alors, on a parlé d'ordre sur les objets concrets, on a parlé d'ordre sur les objets abstraits, et il faut qu'il y ait une certaine correction pour ne pas faire n'importe quoi, pour garantir qu'on surapproxime. Il faut que ces deux ordres soient compatibles quelque part. C'est-à-dire que si on a un élément abstrait qui est plus petit qu'un autre élément abstrait, il faut que la concrétisation vérifie la même propriété. D'accord? On parle de monotonie de la concrétisation. Donc, quand je concrétise mon petit disque, j'obtiens mon petit cercle, j'obtiens un disque plein de même rayon. Quand je concrétise mon gros cercle, j'obtiens un gros disque de même rayon. Et comme le premier cercle est inclus pour l'ordre sur les objets abstraits, hein, vous voyez, ce n'est pas le même ordre, hein, puisque tous les points du cercle là ne sont pas dans ce cercle-là, dans les points de cet objet abstrait-là. Mais cependant, le disque ici est bien inclus pour l'ordre abstrait dans le second disque. Donc, on a une correction de l'ordre abstrait par rapport à l'ordre concret grâce à cette monotonie de la fonction de concrétisation. Alors bon, on commence à introduire pour l'instant, c'était très vague avec les objets, mais on va introduire ces notations. Donc, on parle de domaine abstrait. Souvent, vous allez voir, on a des notations un peu barbares, donc on va appeler ça souvent des dièses. C'est un ensemble d'éléments abstraits, donc dans notre cas d'objets, des cercles, des polygones, des contours. Il faut aussi qu'on définisse des opérations abstraites, c'est-à-dire qu'on soit capable de manipuler ces objets abstraits au même titre qu'on manipulait les objets concrets avant. Donc ça, on va les définir ensuite. Et puis,
il y a ces deux fonctions, abstraction et concrétisation, qui nous permettent de passer du monde des objets concrets au monde des objets abstraits et vice-versa. Donc, cette fonction alpha, elle prend un objet concret et hop, elle nous retourne l'objet abstrait qui la représente le mieux, s'il y en a un. Et la fonction de concrétisation, elle prend un objet abstrait et elle retourne un objet concret qui doit être le plus grand objet concret que cet objet abstrait approxime. Bon, si ça vous embrouille, les abstraits concrets dans tous les sens, vous pouvez réécouter la séquence. Je ne pense pas m'être trompé. Donc, comment ça va fonctionner? L'idée, c'est que vous allez travailler, enfin, travaillez pas toujours comme ça, mais pour comprendre ce qui se passe, l'idée, c'est que si on avait un objet du monde concret qui était comme ça, un peu difficile à caractériser, on va l'abstraire, représenter cet objet abstrait, éventuellement travailler avec, et après reconcrétiser. Et il faut que le simple passage de l'abstrait au concret soit tel qu'on obtienne quelque chose qui soit plus grand pour l'ordre concret que l'élément qu'on avait avant. Ça peut être plus grand ou égal. Si c'est toujours le cas, si tous les objets que vous prenez, quand vous les plongez dans l'abstrait, que vous revenez, vous avez la même chose, vous avez l'identité, peut-être que votre domaine abstrait n'est pas si abstrait que cela. Mais si c'est le cas, si ça, enfin pas si c'est le cas, au contraire, si c'est pas le cas, si c'est pas l'identité, ça doit grossir. On ne peut pas se retrouver en abstrayant et en concrétisant avec un objet plus petit. Si on fait ça, on n'aura pas surapproximé ce qui se passe. Et donc, dans cette idée de pouvoir raisonner sur toutes les traces à la fois, pour revenir à notre programme, on aura oublié des cas. Alors que si on grossit toujours, bien sûr, on est moins précis. Hein. Si vous me posez des questions sur cet objet-là, est-ce qu'il a telle et telle propriété, ben, je vais être certainement moins précis que si j'avais l'objet du bas. Mais si j'arrive à garantir des choses sur cet objet-là, plus grossier, eh ben, a fortiori, elles seront vraies sur l'objet du bas. Bon, continuons. Donc, on a parlé d'abstraction. Maintenant, on va essayer de comparer ces abstractions. Est-ce qu'il y a toujours, est-ce qu'on peut toujours comparer les abstractions? Ben, non, pas nécessairement. Donc, regardez là, on a pour le même objet, on a deux abstractions différentes. Dans un cas, c'est deux polyèdres, deux polygones, mais dans un cas, ce serait plutôt un losange, et dans l'autre, on va dire un rectangle avec les bords parallèles au bord du slide. Enfin non, c'est deux rectangles, mais il y en a un qui est pivoté. Et si vous regardez les points blancs et les points noirs, eh bien, on n'arrive pas à avoir une unique abstraction qui nous dit le point blanc n'est pas dans l'image et le point noir non plus. D'accord? Il y a une abstraction qui nous permet de distinguer le point noir, une abstraction qui nous permet de distinguer le point blanc, mais pas les deux. En tout cas, sur ces deux-là. Il n'y en a pas de meilleur de ce point de vue-là, pour ces deux abstractions très spécifiques. D'accord? Si vous êtes intéressé à distinguer les points blancs et noirs de l'image fleur, là, vous ne savez pas laquelle choisir. D'accord? Par contre, si on fixe un peu le cadre, c'est-à-dire si on se dit non, je ne raisonne qu'avec des rectangles parallèles au bord, alors dans ce cas-là, il y a une meilleure abstraction. D'accord? Il y a une abstraction la plus serrée qui contient la. Il y en a une infinité d'abstractions. Vous pouvez prendre tous les rectangles qui contiennent votre fleur, mais il y en a une la plus serrée, celle qui touche, qui est tangent au bord du pétale et qui contient l'origine. Donc peut-être qu'elle ne pourra pas discriminer, si je reviens sur le transparent précédent, hop, elle ne pourra pas discriminer le point noir, parce que tant pis, il sera dans le paquet. Mais pour ce cadre des rectangles parallèles au bord, c'est la plus précise. Alors on va dire qu'un objet a une meilleure abstraction dans un domaine abstrait si l'ensemble des objets abstraits qui l'approximent admet un minimum. Donc reprenons le dessin immédiatement précédent. Vous prenez tous les rectangles qui peuvent contenir la fleur, donc il y en a une tonne, une infinité,
Mais il y a aussi des rectangles qui ne contiennent pas la fleur, hein. Si vous prenez un rectangle qui contient rien, un rectangle qui passe au milieu, d'accord? Donc, vous ne vous intéressez que aux rectangles qui contiennent la fleur. Vous construisez cet ensemble-là, tous ces rectangles. Et est-ce que donc c'est un ensemble qui est infini, est-ce que cet ensemble admet un minimum? Est-ce qu'il y a un élément dans toute cette liste qui est plus petit pour l'ordre abstrait que les autres? D'accord? Et on a dit que l'ordre abstrait, on ne l'a pas défini. On a parlé de contours et de polygones. Bon, on va dire que c'est un cas de polygone particulier, c'est-à-dire que il est inclus dans les autres. Est-ce qu'il y a un rectangle qui est inclus dans tous les autres? Bah oui, il y a celui-là. D'accord? Donc là, dans ce type d'abstraction, on a un minimum. Donc, si vous êtes dans le monde des rectangles parallèles au bord, vous avez une meilleure abstraction. Mais si vous regardez les rectangles quelconques, il n'y en a pas vraiment de meilleur. D'accord? C'est l'exemple qu'on avait tout à l'heure avec ce rectangle, avec ce carré pivoté. On peut regarder sur les autres abstractions, hein, contours. Dans le monde des contours, tout objet a une meilleure abstraction. C'est le contour le plus proche, hein. On pourrait faire un contour en faisant un peu n'importe quoi autour de l'objet. Ça serait aussi un contour, mais il y a un contour qui colle à l'objet. Et puis, dans le cas des cercles aussi, il y a toujours un cercle le plus petit, hein, qui contient cet objet. Par contre, il y a des objets qui n'ont pas de meilleure abstraction dans le monde des polygones convexes. Si vous prenez le cercle, par exemple, je ne sais pas s'il y a un transparent là-dessus. Non, ça reviendra un peu plus tard. Il n'y a pas de meilleure abstraction sur un cercle. Vous pouvez emballer votre cercle par des hyperplans, par l'intersection d'un certain nombre de droites. Mais en fait, si vous rajoutez d'autres hyperplans, vous serez plus précis encore. Donc, si vous regardez l'ensemble qui est infini des polygones qui contiennent un cercle, il n'y a pas un élément minimum. D'accord? On peut toujours construire un polygone plus précis. Donc, revenons à nos abstractions et concrétisations. Donc, vous vous souvenez ce dessin là où je disais qu'il fallait qu'on grossisse toujours. Donc, on dit que la fonction d'abstraction alpha et la fonction de concrétisation gamma forment une correspondance de Galois. Ça veut dire qu'elles vont avoir ces bonnes propriétés de toujours grossir. Il y a plusieurs façons de le noter. Ça, c'est la façon la plus compacte. Donc, on va dire que pour tout élément dans D, on va dire pour nous objet concret D, pour tout objet abstrait dans D dièse, alors, si l'abstraction de l'objet concret est plus petit que l'objet abstrait, c'est équivalent avec l'objet concret qui est plus petit que la concrétisation de l'objet abstrait. Donc, contour avec remplissage. Donc, contour, c'est notre abstraction contour et remplissage, c'est l'opération de remplissage de cet objet contour. C'est une correspondance de Galois. Cercle circonscrit et remplissage de la même façon, c'est une correspondance de Galois. Par contre, il n'y a pas de correspondance de Galois entre le monde concret et le monde des polygones convexes quelconques. En fait, il y a un théorème qui dit que quand il y a une correspondance de Galois, quand vous vérifiez la propriété énoncée précédemment, alors c'est équivalent à l'existence d'une meilleure abstraction pour n'importe quel objet concret. Donc, souvent, on aime bien définir les abstractions avec cette garantie de correspondance de Galois, parce que dans ce cas-là, on a la meilleure abstraction pour l'existence d'une meilleure abstraction pour un objet. Sinon, il y a des techniques pour gérer le cas où vous n'avez pas de correspondance de Galois, mais je dirais que ça sort un peu du cours. Là, l'idée c'était de vous donner les principes généraux. Bon, on a presque fini cette partie-là. Maintenant, parlons d'opérations abstraites. Donc, vous vous souvenez, dans le monde concret, on avait une constante, une rotation, tige, on avait une union.
Donc, il faudrait qu'on soit capable de faire la même chose dans l'abstrait. Vous me donnez un objet abstrait cercle et vous voulez faire l'union avec un autre cercle, vous voulez faire la rotation, vous voulez faire ou sur le contour. Comment on définit tout ça? Donc, ça sera aussi des constantes, ça sera aussi des opérations binaires ou unaires dans l'abstrait. Et il faut qu'elles aient une certaine correction. Il ne faut pas qu'elles fassent n'importe quoi. Sinon, tous les calculs que vous aurez faits dans l'abstrait n'auront pas de sens. Donc, comment on leur donne un sens? Eh ben, on le définit, par exemple, grâce à l'opérateur de concrétisation. C'est le choix qu'on a fait dans ce cours. On peut définir de la même façon la correction via l'opération d'abstraction, mais voilà, ça me semble plus naturel de faire comme ça, mais voilà, c'est questionnable. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un… Prenons une constante. Vous avez d'un côté une constante objet, concret, et quelqu'un vous fournit une représentation abstraite de… Quelqu'un définit ce que c'est que cette constante, que la représentation constante abstraite. Comment on garantit que cette constante est correcte, qu'elle représente bien la constante concrète? Donc, il faut que la concrétisation de la constante abstraite soit plus grande pour l'ordre concret que la constante concrète. Jusque-là, c'est pas choquant. D'accord? Donc, si on prend, par exemple, le pétale, qu'est-ce que ça pourrait être que ce pétale abstrait? Que la constante pétale abstrait? Alors, si vous avez une correspondance de Galois, le mieux, c'est d'appliquer l'abstraction. Vous abstrayez votre pétale, ça vous donne un objet abstrait, et vous dites, bah, ça, c'est un bon pétale abstrait. Je vais l'utiliser maintenant comme pétale abstrait. Et on vérifie, on applique gamma, la concrétisation, ça nous donne un pétale plein, et le pétale plein, il contient bien le pétale concret d'origine. Voilà. Mais pour d'autres objets, peut-être que la fonction d'abstraction n'est pas disponible, on ne peut pas la calculer, peu importe. Pour chaque constante, il faut qu'on ait une constante abstraite en face. Alors pour chaque opération unaire, finalement, c'est cette propriété qu'on doit vérifier. Il faut que si j'ai un objet abstrait que je concrétise, donc ça me donne un objet concret. Donc je pars d'un objet abstrait, je le concrétise. J'ai un objet, je pars d'un objet abstrait, je ne sais plus ce que j'ai dit, un objet abstrait, je le concrétise, j'ai un objet concret, et j'applique une fonction, la rotation, l'ajout d'une tige, que sais-je. Il faut que cet objet image soit plus petit pour l'ordre concret que ce que j'aurais obtenu si j'avais pris mon objet abstrait, appliqué la fonction de transformation dans l'abstrait et concrétisé le résultat. D'accord? Il faut toujours que quand on travaille dans l'abstrait, on soit moins précis que si on avait travaillé dans le concret. Donc c'est comme ça que ça s'écrit et ça peut s'étendre finalement aux opérations NR, donc binaires ou plus d'arguments. L'idée c'est que on doit toujours vérifier que pour tous les arguments de notre opérateur abstrait, hein, il a des arguments abstraits. Donc, pour tous les arguments x, y, z, que sais-je, dans des dièses, si on les concrétise chacun et qu'on applique l'opérateur concret, il doit être plus petit pour l'ordre que si on avait travaillé dans l'abstrait et concrétisé le résultat. Donc ça, c'est la correction des opérations abstraites. Et c'est très important. Donc, regardons ce qui se passe dans le cas de la rotation. Donc, dans le monde des rectangles parallèles au bord. Donc, j'apprends un objet abstrait, je le concrétise. Maintenant, je fais une rotation. Donc, est-ce que ça, c'est une rotation légale dans l'abstrait? Donc, j'ai bien pris un rectangle et j'ai fait une rotation. Mais en fait, c'est pas l'objet que j'avais juste avant. Vous êtes d'accord, il n'appartient pas à ce monde des rectangles parallèles au bord. Donc, il faut que la rotation d'un rectangle parallèle au bord soit aussi un rectangle parallèle au bord. Donc, voilà, pour nous, la rotation du rectangle du bas, c'est le rectangle plus gros, là, du haut, le presque carré. Maintenant, je concrétise. Et là, j'ai bien la rotation du premier concrétisé
qui est plus petite pour l'ordre que la rotation, que la concrétisation de la rotation abstraite. Vous voyez? Donc la rotation de gamma de notre objet est plus petite que gamma de la rotation abstraite du même objet. Donc c'est bon, notre rotation abstraite, elle est bien correcte par rapport à la rotation concrète. Alors là, on l'a fait sur un exemple, hein, il faut le prouver pour tout objet. Alors si vous avez une correspondance de Galois, si vous avez ces fonctions alpha et gamma calculables, eh bien en fait, il suffit d'appliquer, de les appliquer pour définir tous les opérateurs abstraits. Donc c'est vraiment la solution, la situation idéale. Quand vous avez une correspondance de Galois avec ces fonctions alpha et gamma, bah pour n'importe quel opérateur abstrait, vous concrétisez les arguments, vous appliquez l'opérateur concret et vous réabstrayez le résultat. Le problème, c'est que souvent, on arrive à dire qu'il y a une correspondance de Galois, on arrive à définir alpha et gamma, mais parfois, il y a un des opérateurs dans alpha ou gamma qui crée un nombre infini d'objets ou des choses comme ça. Et ça, après, c'est difficile de l'implémenter. Quand on veut vraiment raisonner en machine, quand on veut implémenter la méthode et l'appliquer sur un programme. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va définir les opérateurs, mais pour l'implémentation, on a une version abstraite qui ne fait pas appel à alpha et gamma à chaque coup. Et donc, il faut prouver la correction. Donc, reprenons nos histoires de contours et de langage de pétale, là. Donc, je l'ai déjà dit, là, le pétale abstrait, c'est alpha du pétale et c'est bien correct. La rotation abstraite d'un contour, ben, c'est la rotation du contour. Il n'y a pas trop à vérifier, enfin à réfléchir. L'opération est exacte, elle n'introduit pas d'abstraction additionnelle. La tige abstraite, c'est un petit peu plus compliqué parce que en rajoutant la tige, finalement, on va changer un peu la forme de l'objet, donc peut-être que le contour il va être un peu différent. Donc, comment ça se passe? Si on suit notre histoire correspondance de Galois, puisqu'on a dit qu'on en avait une, eh ben, la tige abstraite, c'est pour la corolle, je prends ma corolle, je la remplis, je rajoute juste une tige et je refais le contour de cet objet-là. Vous voyez, ça rajoute le petit zigouigou ici. Et c'est l'abstraction. Si vous voulez, quand vous passez de cet objet abstrait, corolle abstraite, vous faites tige, vous récupérez ce truc-là. L'union abstraite, donc l'union entre objets abstraits, eh bien, on peut le voir aussi un peu avec cette chose-là. On rassemble, on concrétise les deux pétales, on les rassemble à l'origine en mergeant tous leurs points et on réabstrait avec contour cet objet-là. Bon, ben, on a fait notre langage avec nos constructions, nos constantes, nos primitives, et on avait, vous vous souvenez, identifié des objets un peu plus compliqués en les définissant de façon un peu itérative et aussi comme point fixe. Donc on va voir si ça marche encore, si on a le droit de le faire dans l'abstrait. Donc on avait défini la corolle comme le plus petit point fixe de cette fonction f qui a un objet donné pétale, union, rotation à 45 degrés de x. Mais maintenant, tous ces ingrédients sont disponibles. D'accord? On sait faire pétale abstrait, et pétale abstrait, on sait que c'est une abstraction correcte de pétale. On sait faire la rotation à 45 degrés d'un objet abstrait, c'est la rotation abstraite à 45 degrés d'un objet abstrait, et on a dit que c'était correct. Et c'est même exact dans ce cas-là. Et on a cette union entre objets abstraits qui est correcte, qui surapproxime bien tout ce qui se passe. Donc on peut définir la fonction f dièse, qui serait vraiment l'interprétation dans le monde abstrait de toutes les opérations et primitives de cette fonction f. Maintenant, on va calculer le plus petit point fixe de ce f abstrait. Donc, par construction, vous êtes d'accord que f dièse, eh bien, si vous concrétisez, c'est bien une surapproximation correcte de f,
comme composition de construction correcte. Et on va voir que ça passe aussi à la limite, c'est-à-dire que le plus petit point fixe de f dièse va lui aussi être plus grand que, enfin, quand on le concrétise, que le plus petit point fixe de f. Donc on a bien corolle qui est plus petite que corolle abstraite quand on le calcule. Donc comment ça fonctionne en général, l'interprétation abstraite? L'idée, c'est que vous allez caractériser un objet d'intérêt. C'est ce truc-là, là, le plus petit point fixe de f. On part d'un état initial et puis hop, on calcule comme ça en appliquant f. Au bout d'un moment, ça s'arrête. Ça peut mettre un temps infini à s'arrêter, mais il y a un élément qui est l'élément qui vous intéresse et que vous avez défini comme un point fixe. Le problème, c'est que cet élément-là, il va être dur à calculer. Par exemple, on ne sait pas combien il va y avoir d'itérés sur f. Ça peut être un nombre très grand, 10 000, 100 000, 1 million. Ça peut être un nombre infini. Et donc, ce n'est pas vraiment raisonnable de calculer cet objet-là. Peut-être même que cet objet-là, on ne sait pas le représenter en machine. Par exemple, l'ensemble des traces d'un programme, si ce programme il a une entrée flottante avec un type flottant, mais c'est tellement grand le nombre de tests qu'on peut faire que c'est pas représentable en machine, cet objet-là. Ou si votre programme il peut avoir un comportement infini, un while true quelque chose, théoriquement, il pourrait y avoir un nombre infini de valeurs. Voilà, ça serait difficile. Donc cet objet, il est dur à calculer, en tout cas à représenter exactement en machine. Mais par contre, en introduisant ce domaine abstrait, on va être capable d'associer à l'état initial un état initial abstrait. On va être capable de traduire de façon correcte f en un f abstrait. Et on va calculer comme ça le point fixe abstrait dans le monde abstrait. Et sa concrétisation va par construction être plus grande que le plus petit point fixe concret. Voilà. Plus grande, elle va contenir encore plus d'éléments. Donc, si le plus petit point fixe de f était déjà un ensemble avec une infinité d'éléments, ça ne nous aide pas. Par contre, ça va peut-être être plus facile à définir en machine. Par exemple, cette histoire de cercle, on voit bien que si on a juste à dire que tout est inclus dans un cercle, en machine, ça se représentera certainement plus facilement que une tonne une infinité d'objets qui rentrent dans le cercle. Bon ben voilà, je pense que là on a fait un peu on a réussi à introduire un peu toutes ces notions, la notion de monde concret, la notion de monde abstrait, le langage sur le monde concret, le langage sur le monde abstrait, les principes de correction, ouais, de meilleure abstraction et de points fixes. Donc maintenant, on va voir l'objet qui va nous intéresser dans la suite du cours et aussi dans les TP et dans le BE, qui est ce langage impératif, un peu jouet. Alors je sais pas, là c'est la version entière qui est dans les transparents. Je sais pas encore ce qu'on va voir, ce qu'on aura ensemble dans le TP, si j'ai le temps de mettre à jour. Mais maintenant, on a une version légèrement différente qui gère des types réels, entiers et booléens. Donc, à voir. Mais pour le cours, c'est très bien la version entière. Donc, supposez que toute variable est entière. Et donc, voilà quel est notre langage impératif. Un programme, c'est une séquence d'instructions, de statements. Donc, c'est là la séquence. Un statement peut être soit l'affectation d'une variable à une expression, soit des structures de contrôle, le if then else ou la boucle. Les conditions sont vraiment très simples. C'est juste la stricte positivité d'une expression, pas d'autres conditions. Et les expressions elles-mêmes sont relativement simples. Donc une expression, ça peut soit être l'accès à la valeur d'une variable, soit une constante. Pour modéliser les entrées, comme on n'a pas du tout d'input et d'output, là sur ce programme, on n'a pas de printf ou que sais-je, on a utilisé cette construction random
qui prend deux constantes et qui décrit le fait que on prend n'importe quel entier, hein, c'est des entiers là, entre N1 et N2. Hein, pour modéliser des entrées. Et après, les expressions arithmétiques de base, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus dans le code. Voilà. Donc, c'est très simple, mais en fait, ce langage, il est suffisamment compliqué pour être Turing complet. Et donc, on peut écrire ce petit programme, par exemple. Je prends x entre 0 et 12, y à 42, et puis, tant que x est positif, je décrémente x de 2 et j'incrémente y de 4. Donc, il n'y a pas une infinité d'exécutions, hein, puisque là, la seule variabilité qu'on a, c'est sur x. Donc, il y a 13 valeurs possibles pour x, de 0 à 12. Et pour chaque exécution, vous pouvez vous en convaincre vous-même, on a une exécution finie, hein, puisque quand x vaut 0, on va même pas rentrer dans la boucle. Et quand x vaut 12, c'est la trace la plus longue. À chaque fois, x va décrémenter de 2. Donc, on aura 6 tours de boucle au maximum. Et on va s'arrêter. Il n'y a pas d'effet de bord sur x par ailleurs. Donc, voilà. Et y avance de son côté. Plus la trajectoire sera longue, plus y sera grand. Voilà. Et x étant décrémenté de 2, voilà. Des fois, on va s'arrêter avec x à 0, x à moins 1, suivant si on part avec x pair ou impair. Enfin, voilà, on peut discuter sur ce programme. Il est très simple, mais voilà. Donc là, on a pris une entrée, on a pris x à 7. Donc au début, on a 7 et 42 pour y. Et quand on avance, voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc on se retrouve à 5, 40, 46, 3, 50, 1, 54. Et là, on passe sous la garde, moins 1, 58, et on sort. Donc, pas d'appel de fonction. Alors, dans le code, si vous avez le code le plus récent, il y a la possibilité d'appeler des fonctions primitives, en fait, des racines carrées, des trucs comme ça. Mais pas de fonction que vous-même pouvez écrire avec f, g, et puis j'appelle f dans g, etc. Il n'y a pas de structure de données compliquée. J'ai dit qu'il y avait une extension avec les réels et les booléens, mais on n'a pas de tableau, on n'a pas de pointeur, d'arbre ou de graphe. Bon, alors ça, c'est de la syntaxe. Hein. Maintenant, il va falloir qu'on donne une sémantique, qu'on dise comment les programmes de ce langage s'exécutent. Donc, une façon de définir la sémantique, c'est d'utiliser le graphe de flow de contrôle. Comme ça évite de parler de programme counter explicitement. On va le mettre dans la structure de données. Donc, un graphe de flow de contrôle, pour nous, c'est un graphe dont les sommets sont les programmes counter, les positions dans le syntaxique dans le programme. Et les arêtes, c'est ce qui se passe quand on passe d'un point de programme à un autre. Et ce qui se passe, c'est soit des affectations, soit des gardes, hein, les gardes de nos ifs and else, les gardes de nos boucles while. Tout le reste, en fait, les structures de contrôle ifs and else ou les boucles sont maintenant cachées dans les arrêts. Donc, si vous voyez votre programme là, eh bien, voilà, donc on passe du point de programme 0 au point de programme 1 en faisant ce random de 0, 12, du 1 au 2 en faisant y égale 42, et la boucle while devient une vraie boucle dans notre graphe avec ces trois arêtes. Alors, j'ai noté la négation de la garde, donc la garde x positif, hein, qu'on a ici au point de programme 2, la garde de la tête de boucle. Donc, j'ai noté x négatif ou nul, qui n'est pas une garde légale hein, dans notre syntaxe, mais en fait, c'est juste du sucre syntaxique, puisque comme c'est des entiers, on peut écrire a moins x positif. Ok, donc maintenant, il faut qu'on donne un sens aux expressions. On a dit qu'on avait le graphe là, je reviens en arrière, pardon. On a le graphe, mais le graphe, il est construit sur des expressions, d'accord, l'affectation ou la positivité d'une expression. Donc, il faut qu'on donne un sens à ces expressions. Donc, les petits crochets sémantiques, là, l'expression de E dans un environnement, c'est
Donc, une fonction qui a un environnement donné retourne l'ensemble des valeurs que peut prendre E. Un environnement, c'est quoi? C'est la mémoire, l'état courant. C'est-à-dire chaque variable vaut une valeur. D'accord? V1 vaut ça, Y vaut ça, X vaut ça. L'évaluation d'une expression, ça renvoie à un ensemble de valeurs. Donc, si on avait un programme qui serait que déterministe, ça pourrait être juste Z. Mais comme là, on a un random, il faut qu'on soit capable de manipuler des ensembles de valeurs. Donc, c'est bien partie de Z. Donc, si je vous demande l'expression V dans l'environnement E, dans l'environnement ρ, pardon, eh bien, je vais juste chercher la valeur de V dans ρ. Et V dans ρ, c'est un unique entier, donc je renvoie le singleton de cet entier. La constante, même chose. Random, c'est là qu'on se retrouve avec un intervalle, un ensemble un peu plus épais. Et après, toutes les opérations arithmétiques, d'accord, par exemple le plus, dans la mesure où la sémantique de l'expression E1, c'est un ensemble d'entiers, il faut faire un lift, une promotion, je pense que ça s'appelle en français, un lift du plus aux ensembles. C'est-à-dire que le E1 plus E2, le sens, la sémantique de E1 plus E2 dans l'environnement ρ, c'est l'ensemble des entiers que je peux construire en prenant N1 plus N2, avec N1 dans la sémantique de E1 dans le même ρ, et E2 dans la sémantique de E2 dans le même environnement ρ. Voilà, donc les environnements, j'en ai parlé. Le random, ah oui, il y a déjà des erreurs possibles à ce niveau-là. Supposons par exemple que random ait été mal écrit avec N1 strictement plus grand que N2. Dès lors, la sémantique de cette expression-là, c'est l'ensemble des X tels que X est entre N1 et N2, donc ce serait déjà l'ensemble vide. Donc on se retrouve avec un ensemble vide qui est associé au sens d'une expression ou d'une sous-expression. Donc après, ça va un peu se propager. C'est-à-dire que si vous avez, comme ici, un plus, vous allez chercher à faire N1 plus N2 avec N1 dans quelque chose et N2 dans l'ensemble vide. Donc N2, ce ne sera pas 0, ce ne sera pas défini. Donc vous ne pourrez pas construire cette somme, etc. Et ça va se propager. Une autre façon de créer un terme d'erreur, c'est une division par 0. Si vous divisez n'importe quelle expression par 0, ben, il n'y a pas d'entier résultat. Donc c'est l'ensemble vide. Donc dans ces cas-là, on va supposer que ça s'arrête et on ne va pas traîner cette information, d'accord? On va y revenir. Donc on a parlé de la sémantique des expressions. Maintenant, il faut qu'on parle de la sémantique des commandes, ce qui se passe sur les arêtes de notre graphe de flow de contrôle. Donc qu'est-ce que c'est qu'une commande? On a dit qu'il n'y avait que deux constructions, l'affectation et la garde, la contrainte. Donc, comment ça fonctionne? Ces deux choses-là, les commandes sont évaluées dans un ensemble d'environnements. D'accord? Donc, quand je dois évaluer quelque chose, je ne sais pas vraiment quel est mon passé ou tout ça. Là, on s'intéresse à la sémantique collectrice. C'est celle qui accumule tous les comportements toutes les exécutions du programme. Donc, quand je fais un point de programme, je ne sais pas tellement d'où viennent les environnements, mais j'ai un ensemble d'environnements vivants, qui sont les environnements que j'ai vus jusqu'alors, ρ1, ρ2, ρ3. Et je voudrais évaluer l'impact d'une certaine transition, du point de programme 1 au point de programme 2, par exemple, sur tous mes petits environnements ρ, de mon grand R, je veux les transformer pour évaluer la transition. Donc, si c'est une affectation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais évaluer pour chaque ρ de mon ensemble d'environnement R, je vais évaluer l'expression E dans ρ. Donc ça me donne un ensemble d'entiers, puisqu'on a dit que l'évaluation d'une expression dans un environnement, c'était un ensemble d'entiers. Et pour chaque entier de cet ensemble d'entiers, je vais créer un nouvel environnement ρ dans lequel V sera associé à N. Donc, si les expressions ne sont pas créent toujours des ensembles singletons, eh ben, je vais avoir, on va dire, le même cardinal entre le R
de début et le R de fin. Je ne vais pas rajouter trop d'environnement. On peut parfois diminuer si jamais les expressions donnent toujours la même valeur, par exemple une constante, parce qu'à ce moment-là, plusieurs environnements qui avaient initialement des valeurs de V différentes vont donner la même image. Voilà, donc ça c'est l'affectation, c'est assez naturel. Et la garde, elle joue plus un rôle de filtrage. Regardez, elle ne modifie pas les ρ. Donc on avait ρ dans R et on renvoie ρ. Par contre, on ne garde ρ que si, quand on évalue l'expression E dans ρ, il y a au moins un entier qui passe la garde. Ça veut dire, pour chaque ρ, j'évalue la garde dans ρ. Si elle ne passe pas la garde, on dit non, ce ρ-là, il n'a pas le droit de traverser. Voilà, bon, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le inférieur ou égal à 0, c'est que du sucre syntaxique. Donc voilà, on arrive à la dernière étape. On a la sémantique on a dit que nos programmes, c'était des graphes maintenant. Donc, il faut qu'on donne un sens à ces graphes-là. Et qu'est-ce que c'est que ce sens? Donc, c'est une fonction qui, à chaque point de programme, dit l'ensemble des environnements qu'on a le droit de voir à cet endroit-là. On peut reformuler ça en je veux le meilleur invariant à chaque point de programme. C'est ça la sémantique collectrice d'un programme. Donc, c'est la plus petite solution, au sens de l'inclusion des environnements, de cette fonction-là. Alors, on va regarder. Au début, on ne fait aucune hypothèse sur les valeurs. Donc là, on a une infinité d'environnements qui, à chaque variable, associe un peu n'importe quel entier. Donc ça, ce n'est pas très représentable en machine. Et après, les états atteignables du point de programme L', vous regardez dans le graphe toutes les... Pardon, j'essaie de surligner le bon endroit. Voilà. Vous regardez dans le graphe toutes les arêtes qui finissent au point L'. Vous récupérez les environnements du prédécesseur, le point de programme L, et vous l'impactez par la commande C. Ça vous donne, en gros, les environnements qu'on récupérerait en venant au bout du point de programme L et en faisant la transition C pour le point de programme courant L'. Et si j'ai plusieurs arcs d'entrée, ben, je fais l'union de toutes ces choses. Alors, est-ce que ce point fixe existe? Ben, on n'en a pas tellement discuté dans la partie avec les dessins sur l'existence des points fixes. On a juste dit qu'on s'intéressait aux points fixes. Donc, oui, dans ce cas particulier, le point fixe existe. Et donc, cette équation a un sens. Alors, on peut essayer de la calculer sur notre programme. Donc, on écrit déjà les équations. R0, c'est X et dans les antirelatifs et Y pareil. On n'a aucune information sur ce qui se passe. Après, R1, X, on sait maintenant qu'il est entre 0,12 et Y qui est toujours quelconque. Et R2, pour l'instant, il faut que je calcule le point fixe, mais pour l'instant, ce que je sais, c'est que R2, il a deux prédécesseurs, c'est soit 1, soit 4. Donc, la dernière instruction de la boucle ou l'entrée dans la boucle. Donc, les états accessibles au point de programme 2, c'est ceux quand on vient de 1 et qu'on met Y à 42, ou ceux quand on vient de 4 et qu'on incrémente Y de 4. Le point de programme 3, c'est un cas de filtrage. Hein. Les environnements accessibles au point de programme 3 sont ceux du point de programme 2 qui vérifient la condition X positive. D'accord, aucune contrainte sur Y. Et après, les points de programme 4 et les points de programme 5, c'est aussi soit une affectation, soit un cas de filtrage. Alors dans ce cas-là, on s'est calculé la plus petite solution un peu à la main. Mais c'est ça le Graal, quoi. C'est ça qu'on aimerait avoir. C'est-à-dire, on aimerait être capable pour n'importe quel programme impératif d'identifier exactement les états atteignables à chaque point de programme. Si on avait un outil qui nous calculait ça, on pourrait facilement répondre à plein de questions sur les valeurs des variables. Est-ce qu'elles sont bornées? Est-ce qu'elles peuvent prendre telle valeur ou pas? Voilà. Donc, si on regarde un petit peu plus précisément, le point intéressant, c'est la tête de boucle, c'est le point de programme 2. On peut regarder les autres aussi, mais donc, ici, on sait que X est toujours entre -1 et 12.
Il part à 12, il décrémente. Des fois, il peut aller que jusqu'à -1, après ça sort. Y, il est entre 42 et 46. Donc, il commence à 42, à 42 et 66, pardon. Il commence à 42 et le plus grand qu'il puisse atteindre, si on est sur la trace la plus longue quand on a pris x égale à 12, c'est 66. Par contre, ce n'est pas n'importe quel entier entre 42 et 66, c'est tous ceux qui sont congrus à 2 modulo 4. Parce que comme on commence avec 42, qui est congru à 2 modulo 4, et qu'on rajoute 4 à chaque fois, on reste sur ces... Il y a des trous, quoi. On ne prend pas tous les entiers. Si j'avais juste dit ça, ça ne suffirait pas, parce qu'il y a quand même un lien entre y et x. Même s'il n'y a jamais de calcul entre y et x, x il décrémente de 2 quand y incrémente de 4. Et au début, il y a une certaine relation entre y et x. Y vaut 42 et x il est dans un certain range. Donc, on a cette inégalité. On a 2x plus y qui est toujours entre 42 et 46. Donc ça nous donne un peu une contrainte, un peu comme un tube linéaire. Voilà. Si vous instanciez, on aurait pu aussi représenter cette plus petite solution par l'ensemble des paires qui vérifient. Là, c'est pas infini, c'est raisonnable, on pourrait la calculer. Mais voilà, c'était pour montrer que la plus petite solution, elle peut s'exprimer soit de façon explicite comme l'ensemble des valeurs qui vérifient les propriétés, soit de façon un peu plus mathématique. Là, on a donné des ranges, on a parlé de congruence, d'inégalité sur des formes linéaires. Voilà, c'est juste une représentation mathématique un peu compacte pour représenter cet ensemble de valeurs. Et notre objectif, si c'est possible, c'est de calculer ce genre de propriétés. Voilà, donc quelques rappels mathématiques. Bon, je vous laisserai lire les slides, ça sera, il faut peut-être un peu de temps pour rentrer dedans, mais voilà, vous avez peut-être déjà vu ces notations avant ou pas. Il n'y a pas besoin de les avoir vues avant, mais elles vous parlent peut-être déjà. Donc un ordre, hein, c'est pas un ordre total, c'est un ordre partiel. C'est une relation binaire qui doit être réflexive, transitive et antisymétrique. Donc je vous laisse lire les notations. Une bande supérieure, quand elle existe, elle prend un ensemble d'éléments, possiblement infini, et elle renvoie son plus petit majorant. Et un treillis complet, donc un ensemble muni d'un ordre partiel, en anglais on appelle ça un poset, partially ordered set. Et une autre structure qui est intéressante, c'est la structure de treillis complet, complete lattice en anglais. Donc un poset, un ensemble muni d'un ordre partiel, parfois il peut être un peu mal fichu, par exemple que des éléments non comparables. Comme l'ordre partiel, il n'est pas toujours capable de répondre oui, l'élément est plus petit qu'un autre, ou non, c'est l'autre qui est plus petit. Parfois, on peut avoir des possets où en fait l'ordre est vide. Il n'y a aucun élément comparable, c'est juste, on n'a que la réflexivité. Chaque élément est plus petit que lui-même. Donc ça aide pas trop pour travailler avec. Donc un posset bien fichu, on va dire, c'est un trait complet. Donc c'est un ensemble dans lequel un possède un ensemble muni d'un ordre partiel dans lequel tout sous-ensemble admet une bande sup. Donc, quand vous avez cette propriété, directement, ça en entraîne d'autres positives. Donc, il y a aussi, tout sous-ensemble admet aussi une bande inf, un plus grand minorant. Il y a un plus petit élément et il y a un plus grand élément. Donc, ça donne une bonne structure à notre ensemble. Donc, l'ensemble des entiers relatifs n'est pas un trait complet parce qu'il n'y a pas d'entier qui est plus grand que tous les autres par rapport à l'ordre naturel sur les entiers. Par contre, si vous rajoutez plus l'infini moins l'infini, là, vous avez un trait complet. Donc, les exercices, ça sert un peu à rien là, sur des transparents, d'attendre que vous les fassiez. Mais une autre structure qu'on va beaucoup utiliser, que vous avez déjà vu dans les transparents précédents, c'est l'ensemble des parties. Hein, on avait dit que on s'intéressait à l'ensemble des environnements ou l'ensemble parfois, il y avait des ensembles d'entiers. Donc, l'ensemble des parties de S, muni de l'inclusion ensembliste, c'est un trait complet. Et comme ça doit être écrit sur le transparent suivant, non, c'est pas écrit. Donc, les bornes supérieures, inférieures, top et bottom. Donc, bon, je ne sais plus si c'est dans les transparents ou pas, mais donc, par défaut, je ne vais pas vous donner la réponse. Je vous laisse réfléchir à ça. C'est très, très simple. Hein, mais...
Une autre chose intéressante, c'est les fonctions de A vers B. Donc, supposons que B soit, lui, un ordre partiel, donc un ensemble uni d'un ordre partiel, donc un poset qui jouit d'une structure de trait complet, donc qui a cette bonne propriété. Et A, c'est quelconque. On s'intéresse aux fonctions de A dans B. C'est ce qu'on a aussi dans nos objets. Donc, il faut montrer que ça forme aussi un trait complet. En utilisant cet ordre-là, on va dire qu'une fonction f de A vers B est plus petite qu'une fonction g de A vers B si, point à point, f de x est plus petit pour l'ordre de B que g de x. Donc voilà, il faudrait le montrer. Donc proposer encore une fois, je ne sais plus si c'est dans les transparents la réponse, mais si ça y est pas, cherchez à proposer une opération d'union, d'intersection, un plus petit élément et un plus grand élément. Voilà, c'est ça les. Pour hop là, pour ici, voilà, union intersection bottom top, et pour ici, union intersection bottom top. Voilà. Vous pouvez m'envoyer un mail avec la réponse, je regarderai. Regardez ici, là, ce post-it. Alors ça, ces diagrammes s'appellent des diagrammes de Hasse, H-A-2-S-E. C'est une façon de représenter un diagramme sur papier, un post-it sur papier, en mettant les éléments, et on va mettre un trait entre un élément et un autre vers le haut quand l'élément du bas est plus petit que celui du haut. Donc là, par exemple, pour l'inclusion ensembliste, 0 est inclus dans 0,1, 1 est inclus dans 0,1. On n'a que 3 éléments. Mais ce n'est pas un trait complet parce qu'il n'y a pas de plus petit élément. Si je le rajoute, par contre, j'ai un trait complet. Donc, on a dit à un moment, on a jeté un peu ce nom barbare, on a dit oui, avec le théorème de Tarski, le point fixe existe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce théorème? Il nous dit que si on a une fonction qui est monotone dans un trait complet, alors on va voir, on a un point fixe. Alors, c'est quoi une fonction monotone? C'est une fonction qui préserve l'ordre. Si vous prenez deux éléments x et y et vous appliquez x aux deux arguments, vous devez préserver l'ordre. C'est ça une fonction monotone dans la théorie de l'ordre. Donc, le théorème de Tarski dit que si S est un trait complet et f une fonction monotone sur ce trait I, alors f admet un plus petit point fixe. On a même la définition, mais on l'utilise rarement directement. Alors, graphiquement, comment ça se représente? Vous avez une fonction monotone, donc pour deux points comparables, leur image va être dans le même sens. Quelque part, c'est comme si elle coupait cet axe des points fixes un ensemble de fois, un certain nombre de fois. Et donc, il y a plusieurs solutions. Le théorème de Tarski nous dit même que sur un trait complet, il y a un plus grand point fixe et il y a un plus petit point fixe. Et si vous revenez, je reviens en arrière, pardon, ici, vous voyez, le plus petit point fixe, c'est l'intersection des éléments de x qui sont tels que f de x est plus petit que x. Dans notre jargon, on appelle ça des post-points fixes. Donc, retenez bien, f de x plus petit que x. Donc, f de x plus petit que x, c'est les verts. Donc, vous prenez l'intersection des verts. Tac, 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 c'est ici. C'est ça notre plus petit point fixe. Le théorème de Tarski dit aussi que le plus grand point fixe, c'est l'union des pré-points fixes de f. Donc, c'est les rouges. Vous faites l'union des rouges. Tac, tac, tac. Vous avez ici. C'est votre plus grand point fixe. Je passe à la démonstration. Elle est assez lisible. C'est assez simple. Et voilà, on arrive à la conclusion. On a dit que le système qui nous intéressait là, peut-être dur à calculer, mais ce qui nous intéressait là, c'était de calculer les états atteignables à chaque point de programme de notre graphe de flow de contrôle. La structure de données qu'on manipule, c'est une fonction qui à chaque point de programme associe partie de V vers Z, qui à chaque point de programme associe des environnements. Partie de quelque chose, on a dit que c'était un trait complet. La preuve, elle vous est laissée. Et les fonctions de L vers un trait complet, de X vers un trait complet, on a dit que c'était aussi un trait complet. Donc, on a bien une structure de trait complet sur tout notre machin.
La fonction f, un peu compliquée là, hein, celle qui accumule les états dans le graphe, est-ce qu'elle est monotone? Bah, vous pouvez bien voir que si vous prenez une fonction là, de R vers L, hein, cette fonction qui à chaque point de programme associe des ensembles d'environnement, si vous en prenez un qui est plus petit qu'un autre, au sens de l'ordre sur notre structure, bah, appliquer la même fonction, ça va préserver l'ordre. Hein. On va pas enlever des états. Donc, on a bien une fonction monotone. Et donc, la sémantique est bien définie. C'est-à-dire que la fonction f dans le treillis complet, elle admet un plus petit point fixe. Et c'est cet objet qui nous intéresse. Par contre, ce n'est pas calculable en général. C'est trop compliqué. Si vous avez des types entiers, l'ensemble il peut être infini. Si vous avez des réels, ça peut être même indénombrable. Bon, c'est un peu compliqué. Ou tout simplement gros. Et donc gros, parfois c'est presque comme infini. Pour nous, c'est difficile à calculer en machine. Donc on va en calculer une surapproximation au prochain cours. Voilà, bah, j'espère que j'arriverai à uploader cette vidéo, que vous arriverez vous à y accéder. Et puis je vais essayer de préparer la prochaine. À bientôt et bon courage. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou pour me communiquer vos propositions de définition d'opérateurs sur l'union, non, c'était quoi? Bottom, top, union, intersection pour la construction partie 2 et la construction fonction de A vers B. Bon courage et à bientôt.